Salut les gars, il y a de nombreuses mises à jour par rapport à la guerre, le conflit en Ukraine. On va voir ça tout de suite sur la carte, mais avant, on va voir un peu quelques infos stratégiques. C'est nécessaire en ce moment. Donc tout de suite, on fonce sur les quelques infos. Donc, alors je vous ai préparé une mind map, comme je le ferai régulièrement. Et là, on va regarder un ancien conseiller de Zelensky parler de la guerre en Ukraine. Voilà ce qu'il dit. Bon, je vais pas vous mettre la vidéo. Je pense que... Attendez, est-ce que je peux... Non, je peux pas baisser le son. Bon, c'est pas grave. Si l'Ukraine n'entame pas de pourparlers de paix, le front pourrait s'effondrer dans 3 ou 4 mois. Voilà, ça c'est lui, l'ancien conseiller de Zelensky, qui affirme ça. Les mois d'octobre et de novembre seront une terrible bataille, ce qui ne s'est pas encore produit. Désolé parce que j'ai fait traduction directement, donc des fois ça capote. Alors, parce les Russes, essaieront d'utiliser ces opportunités jusqu'au bout, a déclaré l'ex-conseiller du bureau de Zelensky. Le seul moyen de mettre un frein à tout cela, ce qui reste maintenant, ce sont les pourparlers de paix. Savoir, je vous ai déjà fait de petites vidéos courtes où certains vraiment en Ukraine sont contre. C'est souvent ceux qui ne sont pas au front. Et ouais, comme d'habitude. Donc, dont le président parle et auquel nous avons tous participé à l'amiable dans le monde entier, a déclaré voilà, l'ancien conseiller. Donc on continue. Aujourd'hui, le front s'effondre dans 4 directions principales. Il s'agit de Kurakovsko, Potroskoye, appelons-le ainsi. Là, c'est la zone de Toretsk, Chassiviar ou Chassoviar, Kupiansk, on a déjà vu ça. Plus une question, il y a la région de Kursk également. Et nous ajouterons 2 ou 3 directions de ce type, car la fuite et la reddition en captivité deviennent une pratique de masse parmi les personnes démoralisées. Apparemment, il y a plus de 30 000 soldats ukrainiens qui se sont déjà rendus. Bon, les Ukrainiens ne comprennent pas pourquoi ils se battent, parce qu'ils ont des objectifs de guerre irréalistes qui consistent à atteindre les frontières de 1991. Ce sont les causes de la démoralisation sur le front. Il y a autre chose. Bon, ils ont des problèmes économiques, démographiques. Enfin, économique, BlackRock a pris ce qui était intéressant. Démographique, ce qui est vraiment catastrophique. Bon, la mobilisation, ça concerne les gens, les Ukrainiens, qui ont plus de 25 ans. Les autres. Et c'est pour ça qu'il y en a certains politiciens ukrainiens qui aimeraient que ce soit baissé à 21 pour que ceux qui ont entre 21 et 25 ans aillent faire la guerre. À partir de ce moment-là, ou d'un moment, ça va rayer les chances de renouveler la population pour les Ukrainiens. Il y a une catastrophe qui joue quand même. Il y a une bonne partie des hommes qui sont en train de faire la guerre contre la Russie. Et il y a une grande... c'est triste à dire, mais en Allemagne, une grande proportion, parce que c'est autorisé là-bas, des lupanars, c'est-à-dire des maisons closes, une grande partie, ce sont des Ukrainiennes. Donc, si on devait résumer, les hommes ukrainiens partent pour la chair à canon de BlackRock et leurs femmes finissent dans des lupanars. Voilà, c'est ça la réalité des Ukrainiens et c'est triste. Je suis contre le fait qu'il y a des Ukrainiens qu'on prenne dans la rue comme ça pour les envoyer au front. Ils savent pas pourquoi ils se battent. Ils se battent pour l'OTAN, ils se battent pour la volonté américaine, ils se battent pas pour leur pays. Bon, vous avez compris le point de vue de l'ancien conseiller de Zelensky. Donc là, bon, c'est la date du 8 d'aujourd'hui. Ici, là, c'est un article de The Atlantic. Je pense que vous le voyez. La guerre électronique russe a réduit l'efficacité des HIMARS de la PU à moins de 10%. Et là, c'est The Atlantic qui le dit. Il y a un an, les HIMARS, vous voyez ce que c'est. C'est des lanceurs de roquettes multiples, étaient le système le plus recherché sur le champ de bataille. Aujourd'hui, le taux de réussite est inférieur à 10% en raison de l'innovation russe en matière de guerre électronique. Chaque missile tiré par le système HIMARS coûte environ 100 000 $. Les soldats ukrainiens interrogés par la publication ont rapporté que toute innovation des forces
armée ukrainienne sur le champ de bataille entraîne une réponse de la Russie en quelques semaines. Donc les HIMARS qui étaient vraiment plébiscités il y a quelques temps sont pratiquement inefficaces aujourd'hui. C'est important d'avoir une vision stratégique de ce qui se passe, d'avoir ce genre d'informations, parce que ça vous donne une idée plus large plutôt que regarder au niveau tactique militaire ce qui se passe sur le champ de bataille ou au niveau stratégie militaire. Là, on prend un peu plus de hauteur sur ce qui se passe vraiment. Là, alors on va prendre le New York Times. Alors, j'ai pris quelques notes là-dessus. Ce qu'il dit, c'est la stratégie ukrainienne dans le Donbass, c'est globalement pour eux, c'est l'Ukraine fait exprès de reculer. Leur but, c'est reculer en faisant de maximum de pertes à l'armée russe. Waouh, ils sont tellement à la ramasse, c'est pas possible. Le retrait lent, ce que j'ai pris comme note, le retrait lent peut sembler signaler le début de la fin de la partie, mais en fait non, c'est une stratégie des forces armées ukrainiennes. C'est pas le cas, on le sait tous les deux, c'est pas le cas. Pour les experts militaires interrogés dans cet article, c'est une guerre d'usure, mais des deux côtés. Voilà. Alors, je vous conseille une bonne vidéo de History Legend où il parle justement de la guerre d'usure. Je l'ai fait aussi. Regardez ce que c'est la guerre d'usure, les chiffres. Là, on est à un rapport, par exemple, de l'artillerie à 14 contre 1. Il y a 14 canons d'artillerie pour les Russes contre 1 pour les Ukrainiens. Voilà. Et c'est les Ukrainiens qui essayent d'user les Russes. Faut arrêter. En fait, pour ces experts, c'est que le but, c'est d'épuiser les ressources du Kremlin et ça joue à ça. C'est-à-dire que plus ils infligeront de pertes à la Russie, plus ça déstabilisera le Kremlin et voilà, ça se joue à ça. Ils sont complètement hors du temps. Écoutez, pendant l'incursion à Koursk, vous avez suivi, ça s'est passé entre 6, 7, 8, les grosses avancées, c'était pendant les 2 premiers jours de Koursk. Eh bien, les Russes n'ont jamais autant avancé sur le front. C'est même grâce à ça qu'ils ont réussi à avancer, parce que les Ukrainiens ont pris des unités d'élite pour réussir leur incursion à Koursk. Ce qui fait que ces unités-là manquent, parce que ce sont des unités très bien équipées, très bien entraînées, et ces unités qui auraient dû être dans la zone de Toretsk, Pokrovsk, etc., eh bien, elles manquent cruellement. Et grâce à ça, les Russes ont pu avancer plus que correctement, plus qu'avant. Il y a un commandant ukrainien, d'ailleurs de la 72e brigade d'infanterie motorisée, pour ceux qui savent, ils se rappellent que je lui en parlais pendant un petit moment assez régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui étaient à Vuhledar, Ougledar, maintenant ça s'appelle Ougledar, puisque maintenant c'est russe. Eh bien, il disait que les Russes, en fait, les entouraient, les bombardaient. C'est eux qui usaient les forces ukrainiennes et qui les épuisaient. Pourtant, c'est une unité, une brigade qui a combattu pendant 2 ans pour tenir Ougledar, ou Vuhledar. Donc, et au moment où ils en avaient le plus besoin, se retirer d'Ougledar parce que ils y arrivaient plus. Il y avait un soldat, je vous racontais, qui disait mais j'étais seul sur ma position, je devais tenir ma position, j'étais tout seul, avec le toit qui s'écroulait. Voilà, c'était ça la réalité des soldats ukrainiens à Ougledar. Et vous voulez qu'ils résistent, et au moment où ils en avaient plus besoin, voilà, l'état-major ne leur a pas dit de battre en retraite pour se mettre dans une autre zone, une autre ligne défensive. Non. C'est eux qui ont dû prendre, les commandants qui ont dû prendre l'initiative de partir pour sauver une partie de leur brigade. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dû faire. Je suis désolé, mais là, ces mecs-là, comme ils ne sont pas sur le front, ils ne sont pas réalistes. Ils sont complètement hors du temps. Il y a de la propagande russe, il y a de la propagande ukrainienne, atlantiste.
Et moi, je préfère regarder ce que disent les mecs sur place. Et là, en fait, c'était pas un sentiment d'abandon. Ils étaient abandonnés. C'est clairement ça. Et il y avait un des commandants, Roman, dans cet article, ce qu'il disait, c'est comment voulez-vous que un de nos systèmes d'artillerie, un canon d'artillerie, puisse combattre face à 10 des leurs? C'est pas possible. Il y a un site Oryx qui répertorie les pertes de part et d'autre. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 3 véhicules russes pour un Ukrainien. Voilà, c'est ça la proportion au niveau du matos, du matériel. Et après, ces mêmes mecs-là nous disent que les Russes vont épuiser rapidement leur matériel. Mais ouais, mais ils ont réussi à innover, notamment avec les FAB. On va voir ça tout de suite. Bon, pour ceux qui ont suivi, là, je vous laisse avec la petite vidéo. Là, en fait, c'est un Su-57 qui abat un drone S-70. Et en fait, c'est parce que le drone avait une malfonction. Et bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, voyez là le tir, boum. Et c'est pas ce qui va nous intéresser. Bon, bah là, le Su-57 se barre. Et ensuite, on voit ici, hop, là, on voit ici le drone s'écraser. Voilà. Donc, c'est pas ce qui... Bon, on en a parlé beaucoup sur les réseaux, mais c'est pas ce qui m'intéresse là. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a après. Donc là, on finit la petite vidéo. Voilà. Bon, après, il est allé s'écraser. Ok. Là, on va voir. Là, il me semble que c'est sur un Su-34. Là, en fait, dans les débris du S-70, ils ont trouvé, là, c'est une FAB. C'est une partie d'une bombe. En fait, certains pensent que c'était un essai pour, depuis un drone, pouvoir bombarder beaucoup plus loin. Vous savez, les FAB peuvent... Bon, ce sont des bombes volantes. Okay. Maintenant, les Russes ont réussi à augmenter la portée de ces bombes volantes, les FAB, pour aller jusqu'à 80-90 km. Et en fait, avec un S-70, ça permettrait d'augmenter la portée. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que je vous dis que pendant que le front va être fixé pendant l'hiver, ça va être très dur d'avancer. Il va avoir beaucoup moins d'avancée. Les Russes vont bombarder, vont envoyer tout ce qu'ils ont pendant l'hiver pour anéantir un maximum les forces ukrainiennes. Et les FAB, les bombes de ce type, ils en ont à foison. Ils en ont à foison. Là, en fait, le système des ailes volantes, c'est un pack qu'il rajoute sur ce type de bombe. Et ensuite, ça permet d'envoyer ce type de bombe, de les faire voler, de les faire voler beaucoup plus loin. Et ça permet aussi aux avions de tirer depuis la zone contrôlée par les Russes, ce qui permet de garantir leur sécurité. Voilà. Et ça, ils en ont beaucoup. Et apparemment, ce S-70 en emportait une. Ça peut être intéressant pour ce qui va se passer dans quelques mois. Je voulais en parler. Donc, tu sais qu'il y a des chaînes spécialisées dans l'aviation. Peut-être que on trouvera des vidéos, des analyses vraiment d'aviateurs sur ce point-là. Ça pourrait être intéressant. Là, je voulais juste vous montrer une petite chose. Là, en fait, vous voyez, ils se servent de fusils de chasse ici. Je pense qu'on voit bien. De fusils de chasse pour neutraliser les drones. Mais aussi, là, c'est un fusil spécifique pour la guerre électronique. Et voilà. Voilà, c'est assez intéressant de voir ça. C'est rare de voir ce genre d'image. Mais voilà. Ils tirent sur les drones avec la chevrotine. Voilà. Là, on va sur Deep State. Donc là, c'est la zone de Zaporizhia. Vous voyez Zaporizhia ici. Et en fait, c'est là aussi,
c'est dans cette zone-là, ici, qu'un avion russe a envoyé des FAB pour bombarder sur Zaporizhzhia. C'est là qu'on a su que les Russes avaient augmenté la portée des FAB. C'est comme ça qu'on l'a déterminé, qu'on l'a vu, et on l'a eu en image. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter la portée de ce type de munitions. Et ça va être très intéressant cet hiver de voir ça. Donc là, je vous avance vers cette zone parce qu'il y a eu une avancée. Alors, sur la carte ukrainienne, celle-là, il ne la montre pas. Par contre, sur cette carte, là, on le voit. Ça se passe ici. Voilà, là, il y a Kamensk. Voilà, et là, c'est un barrage. Et ici, on a vu une vidéo, je vous la montrerai, où en fait des Ukrainiens combattaient des Russes qui ont pu s'introduire ici dans cette zone. Je suppose qu'il y a d'autres troupes russes dans cette zone. J'ai pas d'autres infos, j'ai vu que celle-là. Et en fait, ce sont des Ukrainiens qui sont entrés au rez-de-chaussée, et puis en fait au premier ou au deuxième étage, bah, il y avait des Russes. Et que bon, les Russes ont chassé les Ukrainiens de la maison. Les Ukrainiens ont entouré cette maison et il y a eu des attaques de FPV contre cette maison où se situaient, où logeaient des Russes. Et je n'ai pas réussi à avoir d'autres vidéos où il y aurait d'autres Russes dans le coin, mais ils ont pu s'introduire parce que le niveau du barrage était bas et ils ont pu passer. Voilà. Ils ont profité de cet aspect de ce moment pour s'introduire un peu plus loin dans la zone ukrainienne. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Ensuite, je voulais vous parler de la zone de Zolota-Nieva. Alors attendez, je vais même vous le montrer sur la carte ukrainienne. Ça va être comme ça, vous voyez la différence. Ah, il la montre pas. Si. Voilà, c'est ici. Donc sur la carte ukrainienne, vous la voyez Zolota Niva. Là, c'est en zone grise qu'ils l'ont mise, pardon. Donc les Russes se sont introduits dans la ville et ont capturé Zolota Niva, ouais. C'était le 7 octobre. Voilà, je vais prendre cette carte-là. Regardez. En fait, pour arriver jusqu'à Zolota Niva, de Volodymyr Rivka à Mikilske, Pavlivka, Prichisivka et Zolota Niva, ils ont suivi, ça suit la rivière en fait. Ils suivent cette rivière et vous remarquerez sur ces villes-là en fait, ils ont suivi la rivière pour capturer toutes ces localités. Là, vous voyez Ougledar, on en a parlé pour un petit moment. Et ici, au niveau de la zone d'Ougledar, là, les Russes ont commencé à attaquer Boyo-Avlenka. Sauf que c'est la 72e brigade d'infanterie motorisée qui la défend. Pourquoi? Mais normalement, cette brigade aurait dû se retirer pour se reconstituer et puis se reposer. Ça fait 2 ans qu'ils défendent cette zone, qu'ils défendaient Ougledar. Mais là, non, en fait, l'état-major leur a dit qu'ils devaient rester ici, à Bogo-Avlenka, pour défendre cette ville. Je trouve que là, c'est pas mal, ça va vous donner une petite idée de la situation. Donc là, Zolotoniva, l'avancée probable des Russes. Ici, la semaine dernière, ils ont fait des attaques dans cette zone. Là, ici, par cette, voilà, et ici. Donc là, ce sera l'axe d'attaque des Russes dans cette zone. Les mouvements russes, bon, ce sera sur cette ligne-là. Donc là, ils sont pas encore arrivés à la première après Konstantinivka.
mais ça va être cette zone-là. S'ils réussissent à passer toute cette zone-là, en fait, ils arriveront vers l'arrière de Bogoun-Avlenka. Voilà. Donc, c'est peut-être ce que les Russes vont faire. Mais s'ils prennent ici, voilà, s'ils suivent cette ligne-là, en continuant par ici, là, ils prendront par ailleurs Bouyou, Avlenka. Ils seront encore une fois, la 72e sera pris sur plusieurs axes, en admettant imaginons que Novoukrenka ne soit pas prise, mais là, ce sera pas tenable, et ils vont récupérer encore une fois toute cette zone-là, comme ils l'avaient fait avec Ougledar. Voilà. Donc c'est le probable mouvement, les prochains mouvements russes. Là, on va aller sur Selidové, c'est vers Pokrovsk. Je vais vous montrer Pokrovsk. Pokrovsk est ici. Voilà. Pokrovsk est ici. Là, c'est Selidové. Donc ils vont pas prendre, ou Selidovo selon, ils vont pas prendre Pokrovsk avant d'avoir pris Selidové. Donc ici, on voit les mouvements russes. Là, on voit les mouvements russes. Là, ça va être leur axe d'attaque. Ici. Et si vous regardez bien, par là, par la suite. Donc, on va enlever tout ça. Regardez. Vous voyez, là, les Ukrainiens vont être attaqués. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Et tant que... faut savoir, je vous avais déjà montré la carte de Solidové. Au milieu, là, ce sont les immeubles en hauteur. Donc les Ukrainiens les voient arriver de loin. Hein. Ensuite, dans la zone la zone sud, là où il y avait Ukrainsk, Tsukirne, voilà. Là, en fait, c'est Irnik en ukrainien, Goryak en russe. Eh bien, cette partie-là, on va regarder, on va dézoomer, mais voilà ce qui va se passer. Les Russes attaquent par ici. Là, en fait, les Ukrainiens seront coincés. Ils peuvent pas passer cette zone-là. Les Russes vont probablement continuer par là et vont attaquer cette zone-là. Ce qui fait que, au bout d'un moment, là, toute cette zone-là va tomber et sera au moins des Russes. Là, regardez, là, c'est la zone de Toretsk. Pareil. Bon, là, on va laisser les avancer, mais cette zone-là va être prise. Cette zone-là, ils vont faire cette zone-là, cette zone-là. Ensuite, peut-être cette zone-là. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours par encerclement. Donc, voilà. Là, vous avez pu remarquer que les Russes étaient ici et ici. Vous savez très bien ce qu'ils vont faire, je vous l'ai montré. Voilà. On passe dans la zone de Kupiansk. Ici, vous voyez, là, je vous avais déjà dit qu'ils avaient bombardé, les Russes avaient bombardé les différents ponts, différents pontons. Donc, il n'y a plus de passage, à part ici, à Livskiska. Donc en fait, les Russes ont déjà avancé dans cette zone-là. Ils vont sûrement prendre aussi ces deux localités. Et après, pour les Ukrainiens, ce sera plus possible de passer. Les Ukrainiens vont perdre toute cette zone-là. Ça va pas se produire tout de suite, mais la finalité, c'est bien celle-là. Il n'y a pas que ce mouvement-là qui va être fait dans cette zone. Je vous en avais parlé. Ici aussi, ça va être la même chose. Là, voilà, c'est par couche. Donc là, je vais vers Volchansk. Je vous avais parlé du fait que les Russes s'étaient retirés de Volchansk, de cette zone-là, la zone de
la zone industrielle de Volchanks. Et ça, c'était la semaine dernière. Et ils ont bombardé avec des fabs cette zone-là, plusieurs fabs. La ville est plate, hein. Franchement, il n'y a pas de couvert, c'est plat. Et là, en fait, on vient de savoir que les Russes ont récupéré cette zone-là, sont retournés dans cette zone-là. Et, euh, et par la suite, ce qui est probable, c'est qu'ils essayent de reprendre, de grappiller du terrain sur les Ukrainiens dans cette zone aussi, la zone de Volchanks. Le problème, c'est que cette zone-là, pour avancer, franchement, c'est plat. Les Ukrainiens ont réussi depuis un petit moment déjà à retenir les Russes dans Volchanks. Donc voilà, c'est tout pour ces news pour aujourd'hui, du 8 décembre, du 8 octobre, pardon, 2024. Donc, merci encore une fois à ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. Ça m'aide beaucoup. Cliquez sur le bouton rejoindre, ça aide vraiment à faire évoluer la chaîne. J'espère que ce format vous plaît, que c'est pas trop long. Dites-moi si les infos vous intéressent pour qu'on puisse faire évoluer le format, et puis savoir combien de fois par semaine je peux faire ce format. Voilà. Je fais déjà beaucoup de vidéos sur TikTok, en short, donc on va voir par la suite. Sur ce, serrez les rangs et restez unis.